Volodia le Grand et Volodia le Petit. Anton Tchekhov. « Laissez-moi conduire !» criait très fort Sofia Lvovna. « Je vais m'asseoir à côté du cocher. Attends, cocher, je vais m'asseoir auprès de toi, sur le siège. » Elle était debout dans le traîneau et son mari, Vladimir Nikititch, et son ami d'enfance, Vladimir Mikhaïlitch, la retenaient par les bras pour qu'elle ne tombât pas. Le traîneau filait rapidement. « Je te disais, souffla le mari à son compagnon, qu'il ne fallait pas lui faire boire de cognac. Quel homme tu es vraiment !» Le colonel savait par expérience qu'après une gaieté turbulente, confinant à l'ivresse, surviennent d'habitude chez les femmes telles que la sienne un rire hystérique puis des larmes. Il craignait à présent que lorsqu'il serait rentré, il ne fallût, au lieu de se coucher, lui mettre des compresses et lui faire prendre des gouttes. « Oh !» criait aux chevaux Sofia Lvovna. « Je veux conduire !» Elle était franchement gaie, triomphante. Ces 2 derniers mois, depuis son mariage, l'idée la tourmentait qu'elle avait épousé par intérêt, et comme on dit, par dépit, le colonel Iagitch. Mais aujourd'hui même, dans ce restaurant de banlieue, d'où il sortait, elle s'était enfin persuadée qu'elle l'aimait passionnément. Le colonel, malgré ses 54 ans, était si bien pris, si souple, si leste. Il faisait si joliment des calembours, il chantait si bien avec les tziganes. En vérité, les vieux hommes sont aujourd'hui 1000 fois plus intéressants que les jeunes, et on dirait que la vieillesse et la jeunesse ont échangé leur rôle. Son mari avait 2 ans de plus que son père à elle, mais cela avait-il le moindre sens s'il y avait incontestablement en lui plus de force de vie, plus de verdeur et de fraîcheur qu'en elle-même, qui n'avait que 23 ans. « Oh !» pensait-elle, « mon chéri, mon merveilleux homme !» Au restaurant, elle s'était convaincue aussi qu'il ne demeurait pas en son âme une étincelle de son sentiment de naguère. Elle ressentait maintenant une totale indifférence pour son ami d'enfance, Vladimir Mikhaïlitch, simplement Volodia, qu'elle aimait hier encore à la folie, à en désespérer. Toute la soirée, il lui avait paru terne, endormi, inintéressant, nul. Et le flegme habituel avec lequel il éludait le paiement des notes de restaurant l'indigna cette fois-ci. Ce fut à peine si elle se retint de lui dire « Si vous êtes pauvre, restez chez vous !» Le colonel seul payait. Parce que peut-être des arbres, des poteaux de télégraphe et des amas de neige passaient devant ses yeux, les idées les plus diverses lui venaient en tête. Elle pensait qu'on avait, au restaurant, payé 120 roubles, aux tziganes 100, et que si, le lendemain, elle voulait, elle pourrait en jeter 1000 par la fenêtre. Or, avant son mariage, 2 mois auparavant, elle n'avait pas 3 roubles vaillants. Elle devait pour le moindre rien s'adresser à son père. Quel changement dans sa vie! Ses idées se brouillaient, et elle se souvenait que lorsqu'elle avait 10 ans, le colonel Iagitch, aujourd'hui son mari, faisait la cour à une de ses tantes au point que chacun disait à la maison qu'il l'avait perdue. Sa tante, en effet, apparaissait souvent à table les yeux rouges. Elle sortait sans cesse, et l'on disait que la malheureuse était comme une âme en peine. Iagitch, alors très beau, avait auprès des femmes un succès extraordinaire. Toute la ville le connaissait, et l'on racontait qu'il allait chaque jour en visite chez des admiratrices, comme un médecin va chez ses malades. Même à présent, malgré ses cheveux grisonnants, ses rides et ses lunettes, sa figure émaciée semblait parfois belle, surtout de profil. Le père de Sofia Lvovna avait jadis été médecin-major dans le régiment de Iagitch, et le père de Volodia était lui aussi médecin-major. Son fils, malgré des aventures amoureuses souvent très compliquées et très mouvementées, ne s'arrêtait pas de travailler. Il suivait avec de grands succès les cours de l'université et s'était fait une spécialité de la littérature étrangère, écrivant, disait-on, une thèse sur ce sujet. Il habitait chez son père, à la caserne, et ne possédait pas, bien qu'il eût 30 ans, d'argent personnel. Sofia Lvovna avait dans son enfance habité sous le même toit que lui, et Volodia venait souvent jouer avec elle. Ils avaient appris ensemble la danse et le français. Toutefois, quand Volodia devint un jeune homme, bien tourné et très beau, Sofia commença à éprouver de la gêne avec lui. Puis, elle se mit à l'aimer follement. Et elle l'avait aimé jusqu'à ses derniers temps, jusqu'à son mariage. Iagitch lui aussi avait eu, et presque dès l'âge de 14 ans, un succès extraordinaire auprès des femmes. Celles qui, avec lui, trompaient leur mari, disaient pour se disculper qu'il était petit. Naguère, quelqu'un racontait que lorsque autrefois on frappait dans sa chambre d'étudiant, près de l'université, on entendait régulièrement des pas derrière la porte et cette excuse murmurée à mi-voix. « Pardon, je ne suis pas seul !» Iagitch, rempli d'admiration pour lui, bénissait son avenir comme Derzhavin bénit Pouchkine, et il paraissait l'aimer. Il jouait en silence au billard ou au piquet des heures entières, et si Iagitch faisait quelques folles parties en troïka, il prenait son ami avec lui. Volodia, de son côté, ne confiait qu'à Iagitch les secrets de sa thèse. Autrefois, quand Iagitch était plus jeune, les 2 Volodia se trouvaient souvent en rivalité, mais jamais ils ne se jalousaient.
Dans la société qu'il fréquentait, on dénommait Yagitch Volodia le Grand et son ami Volodia le Petit. Hormis les deux Volodia et Sofia Lvovna, il y avait encore quelqu'un dans le traîneau, Margarita Alexandrovna, ou, comme on l'appelait, Rita, une cousine de Madame Yagitch, mère, demoiselle de plus de 30 ans, très pâle, les sourcils noirs, portant lorgnon, qui fumait sans discontinuer des cigarettes, même dehors pendant les plus fortes gelées. Elle avait toujours de la cendre sur son corsage et sur ses genoux. Elle parlait du nez, traînant les mots. Elle était froide, pouvait boire des liqueurs et du cognac tant qu'on voulait, sans se griser. Elle racontait indolemment et sans goût des anecdotes à double sens. Chez elle, elle lisait du matin au soir de grosses revues, en les saupoudrant de cendre, ou bien elle mangeait des pommes gelées. « Sonia, dit-elle d'un ton chantant, cesse de faire la folle, vraiment c'en est bête. » Auprès de la barrière, la troïka ralentit. Il passait des maisons et des gens. Sofia Lvovna, calmée, se pressa contre son mari et s'enfonça dans ses pensées. Volodia le Petit était assis en face d'elle. Aux pensées gaies et légères de Sofia se mêlaient maintenant des idées sombres. Elle pensait que cet homme, assis auprès d'elle, savait qu'elle l'aimait et croyait, comme on le disait, qu'elle s'était mariée par dépit. Elle ne lui avait pas une fois encore avoué son amour et ne voulait pas qu'il le connût. Mais on voyait à sa mine qu'il la comprenait parfaitement. Et l'amour-propre de la jeune femme en souffrait. Mais le plus humiliant était que, après son mariage, Volodia le Petit commença soudain à faire attention à elle, ce qui, auparavant, n'était jamais arrivé. Il restait autrefois avec elle des heures entières, se taisant ou disant des futilités, et à présent, dans le traîneau, sans lui dire un mot, il lui pressait doucement le pied et lui frôlait la main. Évidemment, il n'avait fait qu'attendre qu'elle fût mariée. Il était clair qu'il la méprisait et qu'elle lui inspirait un intérêt d'un certain ordre, comme une mauvaise femme peu convenable. Et tandis qu'en son âme, son amour triomphant pour son mari se joignait à un sentiment d'humiliation et d'orgueil blessé, une excitation la prit et elle voulut s'asseoir à côté du cocher, et crier, et siffler. À l'instant précis où l'on passait devant le monastère des femmes, le premier coup du gros bourdon de 1000 pounds retentit. Rita se signa. « Notre Olia est dans ce couvent, » dit Sofia Lvovna se signant elle aussi et tressaillant. « Pourquoi s'est-elle fait religieuse » demanda le colonel. « Par dépit » répondit Rita d'un ton fâché, faisant évidemment allusion au mariage de Sofia Lvovna avec Yagitch. Ces mariages par dépit sont maintenant à la mode. C'est un défi que l'on porte au monde entier. Olia était rieuse, une coquette fieffée. Elle n'aimait que les bals et les soupirants. Et tout à coup, cette surprise. C'est inexact, dit Volodia le Petit, abaissant son col de pelisse et laissant voir son joli visage. Il ne s'agit pas ici de dépit, mais d'une circonstance affreuse, si vous voulez. Son frère Dmitri a été condamné aux travaux forcés et on ne sait maintenant où il est. Leur mère en est morte de chagrin. Il releva son col. Et, ajouta-t-il sourdement, Olia a bien fait. Demeurer en qualité de fille adoptive avec une femme même d'un or aussi pur que Sofia Lvovna, cela donne à réfléchir. Sofia Lvovna, percevant dans sa voix une nuance de mépris, eut envie de lui dire quelque impertinence, mais elle se retint. Son énervement la reprit. Elle se remit debout et s'écria d'une voix plaintive. « Je veux aller aux matines. Cocher, retourne. Je veux voir Olia. » On revint. Le son du bourdon était grave et quelque chose dans ce son-là rappelait à Sofia Lvovna, lui semblait-il, Olia et sa vie. Dans les autres églises, les cloches sonnaient aussi. Lorsque les chevaux s'arrêtèrent, Sofia Lvovna sauta du traîneau et, toute seule, sans qu'on l'accompagnât, se dirigea rapidement vers le porche. « Fais vite, je te prie !» lui cria son mari. « Il est tard !» Elle passa la sombre voûte et s'engagea dans l'allée conduisant à la principale église. Sous ses pas, la neige criait. Le son des cloches vibrait maintenant tout au-dessus de sa tête et lui semblait pénétrer tout son corps. Voici le porche de l'église, puis 3 marches, et ensuite l'avant-nef, avec, des 2 côtés, des images de saints. Il lui arriva une odeur de genièvre et d'encens. Encore une porte. Une sombre silhouette l'ouvre, en s'inclinant très bas. Très bas. L'office n'était pas commencé. Une nonne, près de l'autel, allumait les cierges des brûloirs. Une autre allumait les lustres. Ça et là, près des colonnes et des autels latéraux, des figures noires immobiles. Telles que les voici, telles elles resteront jusqu'au matin, pensa Sofia Lvovna. Et tout lui parut sombre, froid et morose, plus triste qu'au cimetière. Elle regarda avec un sentiment de tristesse ces figures immobiles, figées, et son cœur se serra tout à coup. Dans l'une des nonnes, petite de taille, les épaules maigres, un fichu noir sur la tête, elle reconnut Olia, à on ne sait quoi, bien que son amie, lorsqu'elle quitta le monde, fût grasse et parut plus grande. Hésitante, très agitée, Sofia Lvovna s'approcha de la novice, la regarda par-dessus son épaule et vit bien que c'était elle. « Olia !»
fit-elle, ouvrant les bras et ne pouvant rien dire de plus tant elle était émue. « Olia !» La religieuse la reconnut aussitôt et leva les sourcils étonnée. Sa figure pâle, comme fraîchement lavée, et, même sembla-t-il, la petite guimpe qu'on apercevait sous son fichu, brillèrent de joie. « Voilà un miracle de Dieu, dit-elle, écartant elle aussi ses petites mains pâles et maigres. Sofia Lvovna l'étreignit fortement et l'embrassa, et elle craignit à ce moment-là de sentir le vin. En passant devant le couvent, dit-elle, comme essoufflée par la rapidité de sa marche, nous nous sommes souvenus de toi. Que tu es pâle, mon Dieu. Je suis très contente de te voir. Eh bien, comment te trouves-tu? T'ennuies-tu? Sofia Lvovna jeta un regard vers les autres nonnes et continua à voix basse. Il est arrivé tant de changements. Tu sais, j'ai épousé Yagitch, Vladimir Nikititch. Tu te le rappelles certainement. Je suis très heureuse. Allons, Dieu soit loué. Et ton père se porte bien? Oui, il se souvient de toi. Viens nous voir pour les fêtes, Olia. Veux-tu? Bien, dit Olia en souriant. Je viendrai le 2e jour. Sofia Lvovna se mit, sans savoir pourquoi, à pleurer. Elle pleura 1 minute en silence, puis, s'essuyant les yeux, elle dit « Rita regrettera beaucoup de ne pas t'avoir vue. Elle est aussi avec nous. Volodia aussi. Ils sont près du portail. Comme ils seraient heureux de te voir. Viens donc, l'office n'est pas commencé. »« J'y vais, consentit Olia. Elle se signa 3 fois et sortit de l'église avec Sofia Lvovna. « Ainsi tu es heureuse, Sonetchka. Très heureuse. Allons, Dieu soit loué. » Les 2 Volodia, en apercevant une religieuse, descendirent du traîneau et saluèrent respectueusement. Sa figure pâle et sa robe noire les émouvaient tous 2 visiblement. Il leur était agréable qu'Olia se fût souvenue d'eux et fût venue leur dire bonsoir. Pour qu'elle ne prît pas froid, Sofia Lvovna l'enveloppa d'un plaid et la couvrit d'un pan de sa pelisse. Les larmes qu'elle venait de déverser avaient soulagé son âme et l'avaient éclairée. Elle était heureuse que cette nuit bruyante, agitée et comme souillée, eût à l'improviste fini de façon si pure et si paisible. Et pour garder Olia plus longtemps, elle proposa « Si nous la promenions, Olia, monte, nous n'irons pas loin. » Les hommes s'attendaient à ce que la nonne refusât. Les saints ne vont pas en troïka. Mais à leur étonnement, elle accepta et monta dans le traîneau. Et quand les 3 chevaux partirent du côté de la barrière, tout le monde se taisait, faisant seulement en sorte qu'Olia fût assise commodément et n'eût pas froid. Et chacun pensait à ce qu'elle était maintenant. Son visage à présent était calme, peu expressif, froid et pâle, transparent comme si dans ses veines coulait de l'eau et non plus du sang. Alors que 2 ou 3 années auparavant, elle était grasse et rose, parlait de mariage, riait du moindre rien. Près de la barrière, le traîneau retourna. Lorsque 10 minutes après, il s'arrêta à la porte du couvent et que la religieuse descendit, on sonnait les derniers coups. « Dieu vous sauve !» dit Olia, s'inclinant bas, à la façon d'une nonne. « Ainsi tu viendras pour les fêtes, Olia ?»« Oui, je viendrai. » Elle s'éloigna vite et disparut sous le portail sombre. Ensuite, quand la troïka repartit, chacun fut, on ne sait pourquoi, triste, triste. Tout le monde se taisait. Sofia Lvovna se sentait faible et abattue. Il lui semblait bête, indélicat et presque sacrilège d'avoir entraîné une religieuse à monter en traîneau en joyeuse compagnie. Son désir de se leurrer tomba avec l'ivresse. Elle voyait clairement maintenant qu'elle n'aimait pas son mari, ne pouvait pas l'aimer et que tout était bêtise et turlutaine. Elle l'avait épousé par intérêt, parce que selon l'expression de ses amis de pension, il était follement riche et parce qu'elle redoutait de rester vieille fille, comme Rita. Elle en avait assez aussi de son père et voulait fâcher le petit Volodia. Si, en se mariant, elle avait pu supposer que l'existence fût si dure, si pénible et si laide, elle n'y aurait jamais consenti. Mais le mal était irréparable, il fallait s'y résigner. On rentra. En se couchant dans son lit doux et chaud, en se couvrant de sa couverture, Sofia Lvovna se souvint du parvis sombre, de l'odeur d'encens et des silhouettes près des colonnes. Et elle eut de l'angoisse à songer que ces silhouettes demeureraient immobiles tout le temps qu'elle dormirait. Les matines seront longues, longues les heures, puis la messe, le Te Deum. Mais c'est que Dieu existe, il existe vraiment, et il faudra absolument mourir. Il faut donc tôt ou tard songer à son âme, à la vie éternelle, comme Olia. Olia à présent est sauvée. Elle a résolu quant à elle tous ses problèmes. Mais si Dieu n'existe pas, alors elle a perdu sa vie. Qu'est-ce à dire, perdu? En quoi perdu? 1 minute après, la même idée lui revint. Dieu existe, la mort viendra infailliblement. Il faut penser à son âme. Si Olia était à l'instant à la mort, elle n'aurait aucune crainte. Elle est prête. Elle a déjà, c'est l'essentiel, résolu le problème de la vie. Dieu existe. Oui, mais n'y a-t-il pas d'autre solution que d'entrer au couvent? Entrer au couvent, c'est renoncer à la vie, la perdre. Sofia Lvovna, ayant un peu peur, se cacha la tête sous son oreiller. « Il ne faut pas penser à cela, murmura-t-elle. Il ne le faut pas. » Yagitch, dans la chambre voisine, marchait sur le tapis,
faisait sonner ses éperons, préoccupé de quelque chose. Sofia Lvovna songea que cet homme ne lui était proche et cher qu'en ce qu'il s'appelait lui aussi Vladimir. S'asseyant sur son lit, elle l'appela doucement. « Volodia !»« Que veux-tu » demanda son mari. « Rien. » Elle se recoucha. Une sonnerie de cloche retentit, peut-être celle du couvent. Sofia Lvovna se rappela le parvis et les silhouettes noires. Et l'idée de Dieu et celle de la mort inévitable errèrent dans son esprit. Elle se recouvrit la tête pour ne pas entendre les cloches. Elle se représenta qu'avant la vieillesse et la mort se traînerait une longue, longue vie et qu'il faudrait au jour le jour supporter la présence d'un homme qu'elle n'aimait pas, que voilà déjà entré dans leur chambre et qui se couche. Et il lui faudrait étouffer en elle son amour sans espoir pour un autre homme, jeune et charmant, et lui semblait-il extraordinaire. Elle jeta un regard sur son mari et voulut lui souhaiter une bonne nuit. Mais, au lieu de cela, elle se mit tout à coup à pleurer. Elle était mécontente d'elle-même. « Allons, la musique qui commence !» dit Yagitch en appuyant sur Zi. Sofia Lvovna ne se calma que fort tard, sur les 10 heures du matin. Elle cessa de pleurer et d'avoir des tremblements, mais un violent mal de tête la prit. Yagitch, se hâtant pour la grand-messe, grognait contre son ordonnance qui l'aidait à s'habiller. Il entra dans la chambre pour prendre quelque chose, étouffant le bruit de ses éperons. Puis il entra une autre fois, ayant déjà ses épaulettes et ses décorations, traînant un peu la jambe à cause d'un rhumatisme. Et il sembla à sa femme, on ne sait pourquoi, qu'il marchait et regardait comme un voleur. Elle l'entendit sonner au téléphone. « Ayez la bonté, dit-il, de me donner les casernes Vassilievski. » Et 1 minute après, « Ce sont les casernes ? Voulez-vous appeler le docteur Salimovitch ?» Puis, peu après, « Qui est à l'appareil ? C'est toi, Volodia ? Bon, demande, mon ami, à ton père de venir immédiatement, chez moi. Ma femme est agitée depuis hier soir. Tu dis qu'il n'est pas chez lui ? Ah, je te remercie. Bien, tu m'obligeras beaucoup. Merci. Yagitch entra une 3e fois, se pencha vers sa femme, fit sur elle un signe de croix et lui donna sa main à baiser. Toutes les femmes qui l'avaient aimé lui baisaient la main. C'était une habitude qu'il avait. Il dit qu'il rentrerait pour le dîner et sortit. Vers midi, la femme de chambre annonça Vladimir Mikhaïlitch. Chancelante de fatigue et de mal de tête, Sofia Lvovna passa en hâte son merveilleux peignoir neuf, de couleur mauve, bordé de fourrure et se coiffa rapidement, vaille que vaille. Elle sentait en elle une tendresse inexprimable. Elle tremblait de joie et de la crainte que Volodia ne partît. Elle voulait le voir, ne fût-ce qu'1 minute. Le petit Volodia, venant faire une visite de fête, était, comme il sied, en habit et cravate blanche. Lorsque Sofia Lvovna entra dans le salon, il lui baisa la main, lui exprimant ses regrets de ce qu'elle fût malade. Puis, quand ils furent assis, il la complimenta sur son joli peignoir. « L'entrevue d'hier avec Olia m'a bouleversé, dit-elle. D'abord, cela m'a serré le cœur, mais à présent je l'envie. Olia est un roc inébranlable, on ne peut la faire bouger. Mais voyons, Volodia n'avait-elle donc pas d'autre solution ? Est-ce résoudre le problème de la vie que de s'enterrer vivante ? C'est une mort, ce n'est pas une vie. » Au souvenir d'Olia, un attendrissement parut sur le visage du petit Volodia. « Vous, Volodia, qui êtes un homme d'esprit, lui dit Sofia Lvovna, indiquez-moi la façon de m'en sortir comme elle. Assurément, je ne suis pas croyante, et je n'entrerai pas au couvent, mais on peut trouver quelque chose d'analogue. Ma vie est dure, reprit-elle, après un court silence. Enseignez-moi, dites-moi quelque chose de persuasif, ne serait-ce qu'un mot. Un mot ? Soit. Tara raboum diaï. Volodia, demanda-t-elle vivement, pourquoi ne m'estimez-vous pas ? Vous me parlez, pardon, une sorte de langue de fa qu'on ne parle pas à ses amis et aux femmes comme il faut. Vous êtes un savant qui a du succès. Vous aimez la science. Pourquoi ne m'en parlez-vous jamais ? Pourquoi ? N'en suis-je donc pas digne ? Le petit Volodia se renfrogna d'ennui et dit « Quel besoin subit avez-vous de la science ? Peut-être voudriez-vous la constitution ? Ou peut-être des darnes d'esturgeon étoilés avec du réfort ? Bon, je suis une femme nulle, de rien, sans principe, bête. J'ai fait des tas et des tas de fautes. Je suis une névropathe, une pervertie, et il faut me mépriser. Mais vous avez, Volodia, 10 ans de plus que moi, et mon mari en a 30. J'ai grandi sous vos yeux, et vous auriez pu faire de moi tout ce que vous auriez voulu, même un ange. Mais au lieu de cela, vous... » Sa voix trembla. « Vous vous conduisez avec moi d'horrible façon. Yagitch m'a épousé quand il commençait à vieillir. Et vous... Allons, allons. Assez, dit Volodia, se rapprochant d'elle et lui baisant ses 2 mains. Laissons les Schopenhauer philosopher et démontrer tout ce qu'ils veulent. Nous allons baiser ces petites mains. Vous me méprisez, et si vous saviez comme j'en souffre, dit Sofia timidement, sachant d'avance qu'il ne la croirait pas. Si vous saviez comme je veux changer et commencer une vie nouvelle. J'y pense avec extase, continua-t-elle, et en effet, des larmes d'extase brillèrent dans ses yeux.
Être une femme bonne, honnête, pure, ne pas mentir, avoir un but dans la vie. Allons, allons, pas de comédie, fit Volodia, et son visage prit une expression capricieuse. Je n'aime pas ça. Ma parole, on se croirait au théâtre. Tenons-nous comme des êtres humains. Pourvu qu'il ne se fâcha pas et ne partit pas. Sofia Lvovna commença à se justifier et à reparler d'Olia, à dire comment elle voulait résoudre le problème de sa vie et devenir quelqu'un. Tararaboum dia, fredonna Volodia. Tararaboum dia. Et soudain, il lui prit la taille. Elle, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, lui mit les bras sur les épaules. Et une minute, comme par l'effet de quelque exaltation, elle regarda avec ravissement son visage intelligent, moqueur, son front, ses yeux et sa jolie barbe. « Tu sais depuis longtemps que je t'aime, confessa-t-elle en rougissant avec tourment et sentant que même ses lèvres te tordaient de honte. « Je t'aime. Pourquoi donc me tourmentes-tu » Elle ferma les yeux et lui baisa fortement les lèvres. Et longtemps, une minute peut-être, elle ne put finir ce baiser, bien qu'elle sût que ce n'était pas convenable, que Volodia lui-même pouvait la mal juger pour cela, et que les domestiques pouvaient rentrer. « Ah, comme tu me tortures !» répéta-t-elle. Quand, une demi-heure après, ayant obtenu ce qu'il voulait, Volodia goûtait dans la salle à manger, elle, agenouillée devant lui, regardait son visage avec avidité. Volodia lui disait qu'elle ressemblait à un petit chien qui attend qu'on lui jette un morceau de jambon. Puis, l'ayant assise sur un de ses genoux et la balançant comme un enfant, il se mit à chanter « Tararaboum dia, tararaboum dia » et quand il se disposait à partir, elle lui demanda d'une voix passionnée « Quand se revoir? Aujourd'hui? Où ?» Et elle tendit les mains vers ses lèvres comme si elle eût voulu attraper la réponse avec ses mains. « Pas facile aujourd'hui, dit-il, après avoir réfléchi. Peut-être demain. » Et ils se quittèrent. Sofia Lvovna, avant le dîner, se rendit au couvent pour voir Olia, mais on lui dit que la religieuse était à lire des prières auprès d'un mort. Du couvent, elle alla chez son père, qu'elle ne rencontra pas non plus. Puis, ayant changé de voiture, elle se mit à parcourir les rues sans but. Elle roula ainsi jusqu'au soir, et elle se rappela sa tante aux yeux rougis de larmes, qui ne savait où trouver la paix. Le soir, les amis partirent encore en troïka, pour entendre des tziganes dans un restaurant de banlieue. Quand on repassa devant le couvent, Sofia Lvovna se souvint d'Olia, et il lui fut pénible de penser que pour les jeunes filles et les jeunes femmes de son monde, il n'est pas d'autre alternative que de faire des parties de troïka et de mentir, ou bien d'entrer au couvent pour mortifier sa chair. Le lendemain, elle eut un rendez-vous, et Sofia Lvovna, seule, parcourut à nouveau la ville en voiture, en se souvenant de sa tante. 8 jours après, le petit Volodia la lâcha. Ensuite, la vie coula comme précédemment, aussi peu intéressante, aussi mélancolique et parfois douloureuse. Le colonel et le petit Volodia jouaient longuement au billard et au piquet. Rita, sans goût et mollement, racontait des anecdotes. Sofia Lvovna roulait continuellement en voiture et priait son mari de l'emmener en troïka. Venant presque chaque jour au couvent, elle ennuyait Olia, se plaignait de ses intolérables souffrances, pleurait, et avait le sentiment qu'avec elle, quelque chose de souillé, de pitoyable et de flétri entrait dans la cellule. Et Olia, machinalement, du ton d'une leçon apprise, lui disait que tout cela passerait, et que Dieu lui pardonnerait.